La probabilité de se faire kidnapper est très élevée, ou la même probabilité de se faire assassiner ou recevoir une balle perdue ou un truc du genre est quand même très élevée. Et vous avez été victime, vous avec votre équipe, du kidnapping pendant que vous tournez un film sur le kidnapping. C'est quand même assez hallucinant. C'est ça, c'est là où la réalité a dépassé la fiction en fait. Nous sommes pratiquement dans alors je dis le terme en anglais, it's a narco state. C'est un pays contrôlé par les cartels. Bruno Moural, est-ce que vous pouvez vous présenter pour le public d'Haïti Inter et ceux qui ne vous connaissent pas? Alors je suis Bruno Moural, franco-haïtien, né à Port-au-Prince, d'un père français et d'une mère haïtienne. J'ai vécu au Cap-Haïtien, ensuite à Port-au-Prince. J'ai été faire mes études à Paris et des études de cinéma. Je suis donc réalisateur, scénariste et producteur. En fait, concernant le film en lui-même, c'est-à-dire le kidnapping, qui est sorti l'année dernière, c'est bien ça? En début d'année. En début d'année, effectivement. Ouais. Et c'est un film, effectivement, on voit, vraiment, il y a une véritable prouesse technique. Vraiment, on va dire, c'est un film qui est bien fait, techniquement. Bon, et c'est un film comme ça, et qui aborde une question quand même assez difficile, kidnapping. Alors, avant de vous poser cette question-là que je vais vous poser, alors, qu'est-ce qui vous a amené au départ à aborder une telle question? Tout a commencé à l'assassinat de mon père. C'est que quand je suis rentré et que j'étais encore à l'école de cinéma et que j'ai eu cette opportunité à commencer à faire de la publicité, tout de suite, en fait, pendant que je travaillais sur ces projets de publicité, je me suis dit qu'il fallait, comme je le dis, j'avais toujours cette ambition de faire des films, en fait. Donc, j'ai commencé à réfléchir à une idée de film. Et c'est là que j'ai commencé, avec mon grand frère, donc William, à interviewer pas mal de personnes qui avaient été kidnappées, puisqu'on est en 2005. Mon père a été assassiné, donc il a subi l'insécurité, et donc victime de l'insécurité, et beaucoup d'autres personnes que je connaissais à cette époque étaient victimes aussi de cas de kidnapping. Donc j'ai commencé à les interviewer et à rassembler pas mal d'histoires. Et c'est là où est venue l'idée en fait d'un projet de film Kidnapping Inc. Donc le nom était déjà vraiment genre le business du kidnapping. Et le projet a continué à se développer, je pense, jusqu'à... Alors là, on est en 2005 jusqu'à 2007. J'ai continué à écrire, à interviewer des gens et j'ai laissé complètement le projet tomber puisque j'ai été pris avec la publicité pendant un long moment. Et c'est seulement en 2013 que je me dis je retourne vraiment sur un projet qui me tient à cœur et que j'ai rencontré mes deux co-scénaristes, Gilbert Mirambeau Jr. et Jean-Samuel André, qui porte le nom d'artiste Jasmuel Andry. Et c'est avec eux en fait qu'on a vraiment pris le temps de développer le scénario, qui est même très différent de ce qu'il était au début, puisque au début c'était vraiment pratiquement une sorte de parodie de ce qui se passait. Ensuite, on a changé sur un ton beaucoup plus sérieux. Et ensuite, on a fait un mélange, en fait, une sorte de comédie noire voilà, qu'on a fini le scénario, je pense, dans les années 2018. Et on a commencé le tournage en 2019. Voilà, donc c'est une longue aventure. Et sans parler de l'aventure de la production du film, qui là encore est encore plus long. D'accord, on va y revenir. Mais votre père a été kidnappé, c'est ça? Non, mon père a été assassiné. Alors, mon père était consul honoraire de France. Il vivait encore au Cap-Haïtien. Et donc, il faisait le va-et-vient entre Port-au-Prince et le Cap-Haïtien, puisque moi, j'avais déjà terminé mes études à Port-au-Prince, donc j'étais à Paris. Mais ma sœur était encore en train de terminer ses études au lycée français. Donc, mon père faisait le va-et-vient. Et il se trouve qu'il sortait de Port-au-Prince pour repartir au Cap. C'était un jour où, donc c'est l'époque des chimères, il y a eu une sorte de tir entre la MINUSTAH et un gang de Cité Soleil, et il est passé en plein dedans. Et donc, il a reçu plusieurs projectiles, la voiture a dévié, est tombée dans un canal, et malheureusement, malgré qu'on l'a récupéré quelques heures après et qu'on l'a amené à l'hôpital, il a succombé de ses blessures dans la nuit.
Donc c'est une victime collatérale, il n'était pas visé en fait. Je ne crois pas qu'il était visé. J'ai cette version que je vous ai racontée. J'ai entendu, je crois, une autre version qui me semble un peu pas très probable, mais je n'étais pas là. Donc c'est très difficile d'être sûr à 100% de ce qui s'est passé, comme beaucoup de choses en Haïti. Mais il ne me semble pas qu'il était visé, il n'était pas dans la politique ou je ne pense pas qu'il avait vraiment des ennemis qui auraient voulu ça. Donc, c'est-à-dire que même après la mort de votre père, vous viviez encore avec votre famille en Haïti? Alors moi, j'étais encore à l'école de cinéma à Paris. Donc j'ai commencé à faire le va-et-vient où j'ai monté ma société de production en Haïti. Et c'est en 2007, donc 2 ans plus tard, que je vais venir m'installer définitivement à Port-au-Prince et que je vais continuer ma société de production jusqu'à aujourd'hui, puisque maintenant nous faisons des films. D'accord. Alors, j'ai lu, je crois avoir lu que, en fait, il y a quand même pas mal de péripéties autour de ce film Kidnapping, parce que la chose qui m'a tout de suite choqué, je vais dire, qui paraît en fait complètement improbable, c'est que vous faites un film sur le kidnapping. J'ai lu, je sais pas si je me trompe, vous me direz si je l'ai imaginé ou pas, si c'est vrai, et que vous avez été victime, vous, avec votre équipe, du kidnapping pendant que vous tournez un film sur le kidnapping. C'est quand même assez hallucinant. C'est ça. C'est là où la réalité a dépassé la fiction, en fait. Et c'est très souvent le cas en Haïti. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le film a commencé en 2019. Le tournage a commencé en 2019. Il ne se termine qu'en 2021, divisé en 3 sessions, avec le Covid au milieu, donc un arrêt de pratiquement 1 an et demi entre la première et la deuxième session, qui est déjà extrêmement compliqué pour un film qui se passe dans une journée. C'est-à-dire que les acteurs dans le film doivent être habillés de la même façon, ils ne doivent pas avoir changé. Et pourtant, d'un plan à un autre dans le film, il y a 1 an et demi qui s'est écoulé. Donc, ça a été extrêmement compliqué de pouvoir garder en fait cette continuité, si on peut dire ça comme ça. Et donc, à la deuxième session de tournage, alors qu'on a voulu, alors surtout moi, je voulais tourner au centre-ville de Port-au-Prince pour son architecture. Il y avait une rue que j'avais vraiment envie d'avoir. Et l'équipe de production m'a demandé de déplacer le tournage à Jacmel pour s'assurer de la sécurité des acteurs et de l'équipe. Donc nous avons été tournés à Jacmel et ça s'est bien passé. On a fait 1 semaine de tournage, tout s'est bien passé. Mais en retournant de Jacmel à Port-au-Prince, on était un cortège de voitures, donc un cortège de 19 voitures et une voiture de police à l'avant, une voiture de police à l'arrière. Et il y a un pick-up blanc avec une plaque service de l'État qui est rentré dans le cortège et 4 hommes lourdement armés en sont sortis de cette pick-up blanche et ont pris 3 de mes techniciens, donc 2 Dominicains et un Haïtien. Et ces 3 personnes étaient dans un camion qui transportait un groupe électro. Et donc, ils ont pris le camion, le groupe électro, et ils sont partis. Et là, le tournage s'est arrêté. Et on nous a demandé une rançon de 3 millions de dollars, donc plus que le budget du film, pour libérer, en fait, nos 3 collègues. Et là, bien sûr, une partie de l'équipe a voulu laisser le tournage, surtout les étrangers. Donc, j'avais des Français, j'avais des Colombiens, une partie des Équatoriens, des Dominicains. Donc, les Dominicains, bien sûr, comme c'était 2 Dominicains qui ont été kidnappés, eux, psychologiquement, étaient très touchés. Ils les connaissaient très bien. Ils ont voulu retourner chez eux. Une partie des Français, je crois, 1 ou 2 sont partis. Et le reste étaient psychologiquement très touchés, mais ils ne savaient pas comment ça allait se terminer. Ils avaient envie de finir le film, mais pour eux, il n'y avait pas moyen de finir ce film. Donc, j'ai été, je pense, très positif en leur disant qu'il fallait comprendre que ce sont des choses qui arrivent tout le temps en Haïti, qu'on vit avec ça, c'est notre quotidien, et qu'on va résoudre la situation. Alors, je ne savais vraiment pas comment ça allait se résoudre, mais j'avais un pressentiment qu'ils allaient sortir normalement, quoi, enfin, il y aura toujours des séquelles, mais qu'ils allaient sortir sans être blessés et qu'ils allaient sortir vivants. Et donc, du coup, ce qui nous a sauvés, c'est que quand les Dominicains, donc le reste de l'équipe dominicaine est rentré en République dominicaine, ils ont commencé à en parler à la presse et ça a fait un tollé. Et c'est monté au président Abinader qui, lui, a appelé le président haïtien, donc à l'époque Jovenel Moïse,
pour demander de libérer en fait les citoyens dominicains qui avaient été kidnappés. Et il a même menacé de potentiellement venir les chercher si le gouvernement ne faisait pas tout leur effort pour les libérer. Donc on a reçu un appel d'un membre du gouvernement qui nous a dit de ne plus négocier et d'arrêter toute négociation et qu'ils allaient prendre les choses en main. Et au bout de 5 jours après ou 6 jours après, j'ai reçu un appel de la police qui m'a dit de venir au commissariat pour récupérer en fait mes 3 collègues. Et quand on est arrivé, les 3 collègues ont encore fait 3 jours au commissariat parce qu'ils ont ouvert une enquête pour possibilité d'auto-kidnapping. Donc, c'est pour savoir si eux pourraient être impliqués, alors c'était 2 Dominicains et un Haïtien, si l'Haïtien pouvait être impliqué. Ils m'ont même interviewé pour voir si moi j'étais, voilà, s'il y avait une assurance que j'aurais pu toucher. Alors, ma chance c'est qu'il n'y a pas d'assurance en Haïti, donc ça a été vite fermé. Cette enquête a été fermée rapidement. Mais voilà, donc au bout de 8 à 10 jours, je crois, où que le tournage s'est arrêté, on a finalement redémarré le tournage quand on a récupéré nos collègues. Et là, j'avais déjà perdu trop de jours, donc le tournage n'a pas pu se terminer. Mais on avait au moins récupéré tout le monde et j'ai redémarré le tournage, j'ai fait tout ce qu'on pouvait pour avancer, mais il nous restait encore un bout à finir pour avoir un film. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de mettre une 3e session de tournage pile poil au moment où 2 semaines avant que l'équipe rentre, il y a eu l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et là encore, le tournage s'est effondré complètement jusqu'à ce que, en fait, on se retrouve dans une situation où c'est la première fois que j'ai cru que le film n'allait jamais se faire, puisque mon actrice principale, alors étrangère, puisqu'il y a aussi Jessica Généus, mais l'actrice étrangère qui joue le rôle d'Audrey, m'a dit qu'elle elle subissait trop de pression de sa famille de retourner en Haïti après l'assassinat du président. Donc là, je me suis retrouvé dans l'impossibilité pratiquement de finir le film. Et il a fallu 3 mois pratiquement de négociations pour essayer de la convaincre, elle et sa famille, de retourner jusqu'à octobre 2021, où elle a accepté finalement de venir tourner. Il restait en fait que ces scènes. Et elle est rentrée, parce qu'en fait, elle a vécu aussi le kidnapping. Elle était là au moment où il y a eu le kidnapping. Et c'était pile poil au moment où on allait démarrer une seconde partie de ces scènes. Donc, elle avait déjà tourné. Donc, non seulement elle avait déjà tourné, donc elle était dans le film, mais il restait encore une partie de ces scènes à tourner. Donc, finalement, je la remercie encore jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs tous mes acteurs, pour le travail exceptionnel qu'ils ont fait. Et donc, Annabelle, elle s'appelle Annabelle, est rentrée, on a pu terminer le film. Et voilà. Mais ça a été une longue aventure. Oui, c'est vrai que c'est complètement fou. C'est vraiment la réalité qui a rattrapé la fiction, ou l'inverse, je ne sais pas. Ouais. Mais en fait, ça s'est traîné quand même sur des longueurs pas possibles, j'imagine. 3 ans. Sur 3 ans. 3 ans, ouais. Alors, et malgré tout, ce film, effectivement, il y a quand même pas mal du monde dans le film. Donc, je pense qu'on vous a déjà posé la question. Comment vraiment vous arrivez à marier l'humour avec une situation aussi dramatique, c'est-à-dire le kidnapping? C'est dans ça, je sais pas. Ouais. Je pense que tout simplement en vivant en Haïti, en fait, parce que c'est le quotidien d'Haïti. On a cette capacité à surpasser nos problèmes grâce à l'humour. Et ça, je le trouve, mais partout en Haïti. Et comme j'ai vécu en Haïti, et à force de le vivre, je pense que pour moi, ça a été facile, non seulement venant d'un background de la comédie dans la publicité, et ayant vécu, en fait, notre moyen, en fait, de surpasser nos problèmes à travers l'humour, c'est vraiment une sorte de remède qu'on a. Ça fait partie de notre résilience, à mon avis. C'est une façon de réduire, en fait, nos fardeaux. Et je pense que tout ce qui se passe en Haïti de dramatique est rapidement repris de manière humoristique pour pouvoir avaler la pilule. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre moyen de raconter ce film que d'être le plus réaliste que possible. Ouais, c'est vrai que quand on voit le titre,
kidnapping. Évidemment, on sait que c'est l'actualité en Haïti de façon quotidienne. On s'est dit, vraiment, là, on va prendre une claque dans le sens où un truc super dramatique, avec des scènes, évidemment, comment dire, voilà, je sais pas, des trucs poignants, ou voilà. Mais pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, je voulais savoir aussi, parce que le film est vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de moyens qui a été investi dans ce projet-là. Parce que quand on est un artiste en Haïti, réalisateur ou autre, hein, c'est difficile vraiment de faire des projets, parce que financièrement, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas d'industrie derrière, il n'y a pas de, il n'y a pas d'industrie, hein, il n'y a pas de mécène vraiment, voilà. Alors, vous, personnellement, comment vous avez fait pour financer un tel projet? Alors, j'ai quand même eu du monde qui m'a supporté, et ça je parle surtout de ma famille et de ma belle famille, et j'en profite quand même pour remercier encore, et je le fais souvent, ma mère, parce que c'est vraiment elle qui avant tout m'a donné une sorte de carte blanche pour utiliser, on va dire, si je peux dire ça, si j'ose dire, des fonds familiales pour pouvoir vraiment supporter mon rêve. Et la deuxième partie, c'est ma belle famille qui, elle aussi, voilà, on parle de mécènes, c'est un peu ça, c'est des gens qui à l'époque, croyaient justement dans le développement de la culture et qui ont cru dans mon projet et qui m'ont prêté de l'argent. Donc, des gens qui m'ont supporté dans mon rêve. Et aujourd'hui, je suis, on va dire, dans une position où je dois quand même pas mal d'argent, mais les gens sont quand même très satisfaits et je les paye. Hein. C'est pas comme si j'ai pris l'argent et que je ne remets pas. Je suis tout doucement, donc j'ai une bonne relation avec toutes ces personnes, mais je n'ai pas de stress parce que ces gens-là ont apprécié ce que j'ai fait pour la culture. Ils ont apprécié de faire partie du projet. En plus, le film a démarré à Sundance, qui est extrêmement prestigieux pour la culture haïtienne. Donc, toutes ces personnes-là ne me donnent aucune pression pour leur remettre leur argent tout de suite. Et le film, quand même, marche assez bien. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas le genre de projet qui est facile déjà à réaliser en Haïti vu les difficultés, mais en plus de ça c'était un projet très ambitieux avec de l'action et ça il fallait quand même avoir un peu de budget. Donc j'ai aussi eu des fonds de la France, du Canada, c'est une coproduction avec la France et le Canada, mais c'est pas ces fonds qui ont permis vraiment toute la production du film. Nous avons dû quand même, ma famille et ma belle famille, mettre notre argent personnel pour pouvoir faire le film. Mais c'est ça aussi, j'imagine, en fait, Haïti, c'est ça aussi, parce que pendant que vous dites ça, je pense aussi à des auteurs haïtiens qui, pendant longtemps, ont publié leurs livres à compte d'auteur, parce que c'est toujours très difficile de se faire financer ces projets. Donc, c'est étonnant, parce que vous avez encore des dettes aujourd'hui sur un film quand même qui a plutôt bien marché. Alors, ce que je voulais, en fait, c'est pas votre premier film, Kidnapping, non? C'est, alors... Ça, c'est, comment dire, en Europe, ce serait mon premier long métrage. Aux États-Unis, ce serait mon deuxième film. Tout simplement parce qu'en Europe, un long métrage, c'est à partir de 60 minutes. Et aux États-Unis, un long métrage, c'est à partir de 40 minutes. Et mon premier film s'appelle Kafou, et c'est un film de 50 minutes. Donc, c'est considéré comme un moyen métrage. Donc oui, Kidnapping Inc. serait mon deuxième film si on considère Kafou comme mon premier film, mais c'est un moyen métrage. D'accord, d'accord. Alors, Bruno Moral, alors aujourd'hui, effectivement, après avoir vécu, comment dire, presque toute votre vie en Haïti, vous êtes obligé de quitter le pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que vous ne vivez plus en Haïti. Oui, eh ben, je pense que comme beaucoup, j'ai pris cette décision surtout par rapport à mes enfants. Je pense que moi, malgré la situation, je suis tellement attaché à Haïti que je pourrais encore y vivre, même si je pense que la situation est extrêmement compliquée. Mais pour mes enfants, et tout simplement parce que les déplacements qu'on fait, et je le dis honnêtement, je pense que la probabilité de se faire kidnapper est très élevée, ou la même probabilité de se faire assassiner ou recevoir une balle perdue ou un truc du genre est quand même très élevée.
Et depuis le kidnapping justement de mes collègues, j'avais vu que en fait, chaque déplacement en Haïti, on a une probabilité tellement élevée d'avoir pratiquement un accident lié à l'insécurité que je me suis dit, j'ai pas envie de mettre mes enfants et j'ai surtout pas envie de vivre ce stress. Et grâce à Dieu, et je le dis, j'ai les moyens de pouvoir partir. Et je sais que certains n'ont pas les moyens et je suis très malheureux pour ces gens-là, mais je me suis dit que moi, j'avais pas envie de vivre avec le regret que quelque chose arrive à mes enfants et que je n'avais pas fait l'effort de tout laisser, parce que c'est pas facile de laisser Haïti. Premièrement, j'adore Haïti. Deuxièmement, je me sens chez moi. Troisièmement, on vit en famille en Haïti, pas comme dans les autres pays. Dès qu'on traverse, dès qu'on laisse Haïti, on peut avoir de la famille. C'est pas la même chose que d'aller manger chez sa sœur. On se sent quand même bien chez nous. Et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc, décider de partir, et je sais que je parlais de gens qui n'ont pas de moyens, mais il y a aussi des gens qui ont des moyens, qui eux ne veulent pas partir parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer à zéro. C'est pratiquement recommencer à zéro. Quand moi j'arrive à Miami et que je me retrouve à tout faire dans la maison, incluant aller déposer les enfants à l'école, nettoyer la maison, vraiment tout, on s'occupe de tout, que des fois j'ai l'impression que c'est là qu'on se dit en fait c'est vraiment chacun. Et on respecte le travail de chaque personne, la personne qui s'occupe de la personne qui s'occupe de la nourriture, la personne qui s'occupe des travaux ménagers, et donc ma femme a fait pas mal de ces travaux-là, mais c'est toute une autre façon de vivre qu'on n'a pas en Haïti. En Haïti, on est extrêmement aidé, on a du monde autour de soi, on a une vie effectivement magnifique, si on peut dire ça comme ça, et je parle à tous les milieux, je ne parle pas seulement dans le milieu aisé, mais je parle que même toute personne qui a certains moyens en Haïti peut vivre très bien en Haïti, parce qu'on a toujours une famille qui peut nous aider, on a toujours quelqu'un qu'on peut aller manger chez lui, on se sent en fait supporté dans tous les sens, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à faire Kidnapping Inc, parce que on vit vraiment, on vit entre frères et sœurs. Après ça, bon, il y a d'autres problèmes en Haïti, et ces autres problèmes ont amené à ce que nous ne pouvons plus vivre en Haïti. Mais si j'avais le choix et si Haïti était plus stable, je serais retourné en Haïti. Ouais, c'est vrai. J'allais dire aussi, il aurait peut-être fallu partir pour se rendre compte effectivement qu'on était, comment dire, en quelque sorte privilégié, qu'on avait exactement, un magnifique privilégié, pays. c'est exactement ça. Mais en fait, est-ce que vous avez quand même tenté d'y rester quand même? Vous n'êtes pas parti à la première difficulté? Non seulement je suis resté jusqu'à le lock de 2018, ensuite 2019, deuxième lock. On est parti en 2019 pendant 3-4 mois pour cette même raison, problème d'insécurité. Alors, si on retourne même avant 2005, mon père a été assassiné, je retourne quand même en 2007. Et donc, c'est une sorte de va-et-vient. À chaque fois, je retourne parce que j'ai envie de vivre en Haïti. Donc, 2019, on est parti avec les enfants, on est encore retourné en 2020. Et c'est en 2022 que je sens, après ce kidnapping de mes collègues en 2021, où je me suis dit, en fait, j'avais vu la situation pratiquement venir de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je me suis dit, là, quand on regarde l'État, quand on regarde le gouvernement et qu'on voit ce que les gens sont en train de faire, et qu'on voit l'état de la pauvreté du peuple, c'est pas la peine d'avoir fait maths-sup pour comprendre qu'il n'y a aucun moyen que les choses ne s'améliorent et que les choses ne s'empirent pas au point où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, c'était pratiquement logique. Donc je me suis dit, au lieu de me retrouver dans une situation, comme je le dis, à regretter de quelque chose, je préfère tenter, partir, mettre les enfants là-bas. Et là, j'y retourne. Moi, j'y retourne assez souvent. Bon, là, j'y suis pas retourné depuis quelques mois, vu la situation des aéroports. Ça devient plus compliqué. Donc, si on n'a pas vraiment besoin d'y être, ça fait, enfin, pour sortir d'Haïti, il faut dépenser un hélicoptère et ensuite prendre un avion au Cap pour pouvoir aller à Miami. C'est extrêmement compliqué. Mais j'y vais bientôt, j'y retourne là bientôt, le mois prochain j'y serai et je continue à aller. Et comme je dis,
c'est malheureux, mais je ne vois pas les choses s'améliorer d'ici quelques années, parce que pour moi, nous sommes pratiquement dans alors je le dis le terme en anglais, it's a narco state. C'est un pays contrôlé par les cartels. Et là, on ne se bat plus contre des politiciens haïtiens. C'est eux qui nous ont amenés ici et qui nous ont amenés dans cette situation. Les politiciens, une partie du secteur privé et aussi l'élite haïtienne qui a mal géré le pays, puisque quand on est une élite, on a aussi l'obligation en fait de s'occuper en fait de tout ce qui te rapporte et par ça on doit aussi s'occuper de notre pays et être plus patriotique et s'impliquer aussi dans la vie politique et je pense que beaucoup de cette élite-là a malheureusement failli dans leur mission, qui fait que c'est un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui on se bat contre des cartels. Et comment se battre contre des cartels extrêmement puissants? Je ne vois pas comment. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune porte de sortie, aucune solution, à part, alors, il ne faut jamais être négatif. Les seules possibilités, c'est ou de faire un réel partenariat, et quand je dis un réel partenariat, c'est pas seulement un partenariat dans un sens, avec un pays qui réellement nous donne un coup de main avec une force étrangère pour pouvoir combattre ces cartels. Et je dis ça, donc un pays qui trouverait son intérêt à aussi réduire le pouvoir des cartels. Et la deuxième possibilité, c'est d'avoir un leader qui émerge en Haïti, mais un leader qui rassemble assez la force du peuple pour pouvoir combattre en fait ces gangs qui font partie du peuple aussi. Mais Bruno, est-ce que vous avez des idées quand vous parlez de pays? Vous pensez à quel pays par exemple? Et de leader, vous pensez à qui? Parce que... Alors, je faisais allusion aux États-Unis, mais les États-Unis ont prouvé tout le contraire dans toute notre histoire. Que chaque fois qu'ils étaient nos alliés, il n'y avait jamais eu de solution durable. Donc, c'est à eux que je pensais en disant ça. Enfin, après ça, un autre pays, par exemple, comme la France, qui a un passé avec Haïti, aurait été extrêmement bien placé. Mais je pense que la France s'est retirée au fur et à mesure et a laissé la place aux États-Unis. Et son influence est moindre aujourd'hui en Haïti. Alors, je pensais que je me disais que vous pensiez probablement au Salvador. Oui, je sais que tout le monde aurait souhaité ça et c'est le rêve. En fait, on a tous un rêve. Hein. On a tous ce rêve de trouver ce Messie, ce pays qui va venir et nous sauver. Alors, je suis obligé de le dire parce que c'est une solution réelle, mais la probabilité est faible. Alors, voilà. J'ai deux dernières questions, mais avant cela, je voulais vous demander, vous êtes né au Cap, c'est ça? Je suis né à Port-au-Prince, mais j'ai fait toute mon enfance au Cap Haïtien. Vous avez des souvenirs au Cap? Ah oui, j'ai vécu à l'hostellerie du Roi Christophe. Je suis né à Port-au-Prince, mais tout petit, j'ai été amené à l'hôtel et j'ai vécu à la rue 24 en fait. Donc, je jouais au football devant à la rue 24 avec tout le monde. J'ai fait toute mon enfance là jusqu'à 10 ans. Et c'est à 10 ans en fait que je suis retourné, que j'ai été à Port-au-Prince et que bon, j'ai fait le reste de mes études à Port-au-Prince en fait. D'accord. Alors maintenant, mes deux dernières questions. Alors, c'est quoi votre film préféré et votre réalisateur préféré? C'est qui? C'est une question que je ne pourrais malheureusement pas répondre parce que je n'ai pas un réalisateur préféré. J'ai plein de réalisateurs et plein de films. Et en fait, ce serait impossible pour moi d'avoir un réalisateur ou un film parce que aujourd'hui, en fait, c'est ce mélange de tous ces films que j'aime ou de tous ces réalisateurs en fait qui font qui je suis. Donc, si on peut citer quelques réalisateurs, alors il y a les frères Wachowski qui m'ont toujours marqué avec Matrix. Ça a vraiment été un tournant pour moi. Tarantino aussi m'a extrêmement marqué avec tous ses films. Et il y en a que j'aime beaucoup moins. Et Pulp Fiction ou Inglourious Basterds pour moi sont les meilleurs. Ensuite, Scorsese. Raging Bull et plein d'autres de ses films ou sinon Nolan, j'aime bien Christopher Nolan, Stanley Kubrick, on en parlait tout à l'heure, Dr. Strangelove est un film qui m'a aussi beaucoup marqué. Alors ça c'est le titre français, il y a Un homme d'exception
avec Russell Crowe, qui est un film aussi que je me souviens que j'ai vu au cinéma au Cap-Haïtien qui m'avait bien marqué. Et puis là, j'en oublie pour sûr, mais il y en a tellement, il y a tellement de films qui m'ont marqué et qui vont m'influencer en fait dans comment je réalise aujourd'hui. Comment imaginez-vous vraiment le travail par la suite des réalisateurs haïtiens, ceux qui font les films, qui font vivre quand même ce qu'on pouvait imaginer comme fiction? Est-ce que j'imagine la plupart d'entre eux sont obligés de s'exiler à l'étranger et tout ça. En fait, comment voyez-vous l'avenir de ce cinéma haïtien qui ne s'exporte pas du tout, à part quelques films qui sortent du lot et tout ça, qui font les grands festivals. Mais... Alors, le côté positif, c'est que même si on fait très peu de films, chaque fois que nous faisons des films, ils vont quand même dans des gros festivals. Et on voit ça sur les 5 dernières années. Freda, il y a eu Pierre Michel qui fait des documentaires, L'oubli tue 2 fois. Je crois qu'il avait un autre documentaire aussi qui a été primé dans pas mal de festivals. Il y a Samuel Suffren qui a eu un court-métrage à Sundance, à la 15e des réalisateurs. Kidnapping Inc. qui était à Sundance. Nous ne faisons pas beaucoup de films, mais tous nos films, chaque fois qu'on fait un film, quand même arrivent dans un festival prestigieux, qui veut dire que quand même, il y a une qualité dans ce que nous faisons. Et surtout, je pense que faut toujours voir les choses dans les deux aspects. C'est que notre situation tragique et difficile crée aussi des films qui créent une certaine curiosité dans le reste du monde. Et surtout, notamment dans ces grands festivals. Donc, on va dire qu'on a encore aujourd'hui énormément de nouveaux sujets de films qui peuvent faire d'excellents films. Je pense que la plus grande difficulté vient en termes financiers. Moi, je suis le type de réalisateur qui, malheureusement, est budgétivore. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup de budget pour pouvoir faire des films parce que mes films sont des films qui sont ce qu'ils considèrent des films de genre, donc une sorte de mix entre du divertissement, ce qu'ils appellent aussi le film d'auteur, personnel, qui traite de problèmes sociaux, mais tout ça est dans un mélange de divertissement, d'action, pour pouvoir faire cet aspect un peu commercial aussi. Comme je dis, j'ai été très influencé des films d'action américains. Donc ça, c'est budgétivore. Mais tous ces réalisateurs dont j'ai cité le nom avant sont des réalisateurs qui ont la capacité, avec très peu d'argent, de faire d'excellents films. Donc je souhaite que tous ces réalisateurs et toutes ces personnes courageuses qui continuent à faire des films en Haïti arrivent à avoir le soutien, j'espère, de mécènes haïtiens, d'institutions qui croient dans la culture haïtienne, que le gouvernement, je dis n'importe quoi, mais qu'on arrive à stabiliser plus ou moins le pays, où on arrive à avoir un gouvernement non corrompu qui met un peu plus de budget dans la culture pour pouvoir supporter ces jeunes réalisateurs. Et il ne faut pas oublier que des pays comme la France et le Canada, alors le Canada c'est... Ça devrait être une autre interview, la coproduction avec le Canada, parce que c'est très compliqué, je viens d'en passer une. Mais la France supporte aussi beaucoup les films des pays du Sud, dont Haïti, surtout la francophonie, l'OIF, la JCF, donc le CNC aussi. Donc ces jeunes réalisateurs, enfin même pas jeunes, mais ces réalisateurs ont cette capacité quand même de trouver un peu de financement. Malheureusement, ces financements sont petits et le jour où ces réalisateurs veulent faire un projet un peu plus ambitieux, c'est là où je pense que la difficulté va arriver. Mais ils continuent à avoir des documentaires, ils continuent à avoir des fictions qui traitent de sujets très récents, où le décor s'y prête, si on peut dire, puisqu'on est en plein dedans. Maintenant, si on va faire des projets plus ambitieux comme mon prochain film Knox, donc l'histoire de l'ambassadeur Clinton Knox qui a été kidnappé en 1973 sous Baby Doc, là, c'est des budgets plus conséquents. Et là, il y a toute une autre machine qui va se mettre derrière et potentiellement que je ne pourrais même pas tourner en Haïti. Donc là, on va parler d'Haïti,
même si j'aurais voulu tourner en Haïti et que pour moi, tout mon but du développement du cinéma en Haïti, c'était de développer en fait le 7e art en Haïti, d'avoir des techniciens, de développer toute cette industrie. Ce rêve se brise un peu, mais on continue à faire la culture voyager. Donc moi je pense qu'il y a encore pas mal de réalisateurs qui vont naître de cette situation. Et si je l'espère, cette situation arrive à se stabiliser, qu'on arrive à avoir un pays, je pense que beaucoup de réalisateurs pourront relater en fait ces faits et même retourner dans notre histoire et dans nos contes et dans toute notre culture puisqu'on a tellement de choses à raconter. Donc voilà, on n'a pas un problème d'histoire, on n'a pas un problème de talent, on aura probablement un problème de finances. C'est ça le plus gros problème. Justement, effectivement, parce que la tragédie parfois, souvent, pousse aussi la créativité. Ouais. Alors, je pense que vous avez quand même répondu à la dernière question, vous l'avez anticipé, c'était sur votre prochain projet, vous l'avez répondu, ouais. C'est sur cet ambassadeur américain, Knox, kidnappé en Haïti sous Jean-Claude Duvalier. Ouais. Merci beaucoup Bruno Moral d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions. Oui. Si je peux ajouter une dernière petite chose, alors rapidement sur Knox, ça va justement montrer cette relation entre Haïti, les États-Unis et la France, dont on parlait un peu plus, un peu plus tôt. Knox va un peu parler en fait de cette relation, puisque l'ambassadeur qui a négocié le kidnapping de l'ambassadeur américain Knox, c'est l'ambassadeur Dorin, qui était l'ambassadeur français de l'époque. Donc on va bien montrer en fait ce jeu de relations entre les États-Unis, Haïti et la France. Donc voilà, et je pense que c'était important de le souligner. Dernier point, et c'est pour ça que je suis content de faire cette interview, je pense que si des Haïtiens veulent voir Kidnapping Inc. en France, parce que ça il faut le souligner aussi, Kidnapping Inc. est sorti pratiquement partout dans le monde, mais pas en France. Et ça en fait, je suis assez surpris, parce que la France a coproduit le film aussi. Et vu que le film est un film de genre et que le film est, comme je disais, une sorte de mélange de film d'auteur, d'action, de divertissement et que les distributeurs français ont un peu de mal à mettre le film dans une case et surtout que c'est un film en créole et qui ne voit pas en fait le public que ce film va ramener en salle, ils ne l'ont pas encore distribué. Donc nous avons pas mal de difficultés à distribuer ce film. Donc si les gens sont intéressés à voir le film en salle ici ou sur une plateforme de streaming, eh ben, faites-vous entendre parce que je pense que c'est le seul moyen qu'on aura pour faire ce film qui est sorti au cinéma aux États-Unis, qui est sorti au cinéma au Canada, qui est sorti au cinéma en Afrique, dans les Antilles, qui a été vendu en Amérique latine, en Espagne, en Scandinavie, en Indonésie, partout, mais pas en France. Et qui a démarré à Angoulême, qui a eu une bonne critique de première, qui était à Sundance, qui a gagné un prix à Fantasia. Enfin, bon, le film parle de lui-même, mais la France ne l'a pas encore distribué. Et ça me blesse un peu parce que c'était pour moi important de sortir le film ici, puisque tout a commencé un peu ici. D'accord, voilà. On espère que ça va se faire rapidement. Voilà. Merci. Merci Bruno Moral, et puis bon retour aux États-Unis, à Floride, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.